C'est passionnant ce truc de convention sur le climat, là. J'en ai maté des heures. Il se passe vraiment un truc, quoi. Ça va... Super sujet. On n'avait pas dit qu'on s'en foutait de ce truc, genre que Macron, il allait de toute façon rien faire. Non mais attends, c'est vachement intéressant. Il trouve 150 pélos tirés au sort et il leur dit de sauver le climat. Il se passe il y a un truc, il y a un enjeu, tu vois. Ouais, mais on s'en fiche, non, du climat. On n'est pas à Extinction Rébellion, là. Les pierres d'énergie, le compost, Nicolas Hulot, je sais pas Non, mais quoi. on va pas parler de... Si, on va parler de Nicolas Hulot, mais on va pas parler du climat à proprement parler. On va parler d'institutions, surtout. Ah, c'est cool, parce que autant le climat, ça m'intéresse pas trop. Par contre, les institutions, j'en ai carrément rien à foutre. Donc oui, a priori, la Convention citoyenne, à la base, on avait de bonnes raisons de penser que ça allait être plutôt de la pipe. Ouais, d'ailleurs, on avait dit ça un peu méprisant dans la vidéo de début d'année. J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes. Ça, c'est intéressant quand même. Il y a 150 mecs qu'on a réunis là pour prendre des idées. Mais je pense qu'il sait déjà ce qu'il va faire, c'est une décision à la française, il donne un groupe pour plancher sur un truc et après il fait ce qu'il avait prévu depuis le début. Et puis entre-temps, il y en a qui m'ont fait remarquer que cette convention citoyenne, c'était une vraie première dans l'histoire de la 5ème République, donc je suis allé voir de plus près, et ça tombe bien, il y a toutes les sessions qui sont disponibles sur le compte YouTube du CESE. Donc là tu vas défendre une idée de Macron. C'est pas une idée de Macron déjà, c'est une idée, déjà Macron on l'a poussé au cul pour avoir ce truc là, c'est plutôt des citoyens écolos, là, des mouvements, machin, puis surtout les gilets jaunes, qui eux aussi poussaient au cul pour avoir du tirage au sort, des assemblées, des machins, et plus de démocratie. Donc des gens ont été tirés au sort pour faire des propositions concrètes afin de réduire de 40% ou plus les émissions de gaz à effet de serre dans une ambiance de justice sociale. Ça c'est à peu près la lettre de cadrage d'Édouard Philippe. La convention, qui s'étale finalement sur 7 week-ends, se passe au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Voici d'ailleurs son président, Patrick Bernasconi, qui est ravi qu'on s'intéresse enfin à son assemblée qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'habitude, et qui n'en aura pas beaucoup plus là, mais bon, elle accueille et elle encadre cette convention citoyenne. J'espère surtout qu'elle sera la première d'une longue série, et que demain le CESE, qui va devenir le Conseil de la participation citoyenne, aura cette mission essentielle de créer les conditions de l'expression de la parole citoyenne, de votre parole, et surtout de donner à celle-ci une issue institutionnelle. Ok, super, mais tant que c'est Macron qui est au pouvoir, je le vois mal faire une convention pour chaque problème. Là, par exemple, sur les retraites, sa convention citoyenne tirée au sort, il l'a fait tout seul. Même s'il en faisait une vraie, il l'écouterait pas de toute façon. Oui, bah ça c'est toute la question, hein. C'est toute la question évidemment qu'on va se poser aujourd'hui, et c'est la question évidemment que se posent tous les participants. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 21 avril 2002 ou le 11 septembre 2001? Voilà, il y a des dates comme ça où c'est facile de se rappeler ce qu'on faisait ce jour-là, mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 4 octobre 2019? Parce que là aussi c'était un moment historique pour la France et la démocratie. La Convention citoyenne sur le climat, ce 4 octobre, fera date. Là, les gens dans l'assistance, ils sont pas encore convaincus. Ouais, ou alors ils avaient bloqué sur octobre. 4 octobre... Mais voilà, lui, il nous dit que ça va être historique. Thierry Pech de Terra Nova, membre du comité de pilotage, nous dit lui aussi que ça va être historique, bordel. Vous aurez écrit une très belle page d'histoire sur des enjeux qui sont des enjeux absolument cruciaux. Et vous pourrez dire, et nous pourrons nous dire, que vous avez exercé une partie du pouvoir qui vous revient. À la fin, c'est ça, votre objectif. Et donc j'espère que nous l'atteindrons ensemble. Et là on se dit c'est formidable, ça va être un gros truc quoi, ça va être la nuit du 4 août, ça va être 1848. Et les gens, bah fatalement, ils sont un peu dedans au début, ils se disent oh bah ça va être ouf, on va pouvoir par exemple modifier la constitution. Oh là, pas si vite malheureux, bien mal appris à qui s'y frotte. Parce que là ça va commencer à faire chier Macron ou le comité de gouvernance. Tiens, écoutez ce que dit le même Thierry Pech, on est quelques week-ends plus tard, en plein mois de décembre, et en effet, tout le monde a envie un peu de bidouiller la constitution. Parce que je sais, nous savons dans le comité de gouvernance que cette question a suscité un très grand intérêt chez beaucoup d'entre vous, pour des raisons différentes, et parmi ces raisons, parfois avec l'idée que ce serait un legs formidable de la Convention à la Nation d'avoir un grand moment politique de révision constitutionnelle pour y inscrire les questions climatiques. C'est plus compliqué que ça en a l'air, et vous connaissez la complexité de ces sujets désormais, mais je sais que vous y êtes attachés. Mais ça l'étonne que les gens aient envie de faire de ce moment un vrai moment démocratique? Voilà, je crois qu'on peut dire que Thierry pêche par naïveté. Elle sera retenue sur sa paye celle-là. Mais évidemment que les gens ils ont pris le truc au sérieux. On leur a dit qu'ils avaient le poids de l'histoire sur leurs épaules, que tout le monde les regardait, qu'ils avaient le droit de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Bon, sauf que Macron et Philippe sont quand même venus leur dire de faire des trucs raisonnables. Hein. Ils leur ont même fait le coup de l'argent magique. Vous pourrez, j'allais dire, évidemment proposer de mobiliser l'argent public. Mais comme il n'y a pas d'argent magique, il faudra nous indiquer, et ce sera votre responsabilité, si d'éventuelles nouvelles priorités doivent être financées par de la dette ou par de l'impôt,
ou par des économies. Ah donc il a quand même dit impôt, donc on peut imaginer un impôt sur les GAFAM, un impôt sur les transactions financières, même un impôt sur les grandes fortunes par exemple. Oui, non, là, il va les calmer direct, hein. C'est pas trop l'ambiance, hein, tu vas voir. Parce que si nous voulons vous placer dans la situation d'être des forces de proposition responsables, vous devez prendre en compte les contraintes qui s'exercent de façon collective, pas simplement sur le gouvernement, sur le Parlement, mais sur notre pays. Donc là il dit qu'il y a des contraintes, et il pense à quoi quand il dit des contraintes qui pèsent sur notre pays? Ben il pense aux capitalistes en fait, il dit aux gens de la Convention, eh les gars, elle est pas trop loin non plus. Tout à fait, Mouloud. Et vous allez voir qu'il emploie des termes équivoques qui sont pourtant clairs pour toute l'Assemblée. Vous devez prendre en compte les contraintes qui s'exercent de façon collective, pas simplement sur le gouvernement, sur le Parlement, mais sur notre pays. Et là, Édouard Philippe emploie ce qu'on appelle en rhétorique une anamemnèse. Mais dis-moi Usul, qu'est-ce que c'est une anamemnèse? Eh bien, Mouloud, une anamemnèse, c'est quand on dit un truc sans le dire, mais en le disant assez pour que quand même tout le monde comprenne. L'avantage de ce procédé, c'est qu'il ne permet pas aux adversaires d'Édouard Philippe d'utiliser une citation précise pour créer à partir de ça une polémique malfaisante. Bon, alors deux choses. Déjà, Usul Usulovic, là tu peux arrêter de m'appeler Mouloud, s'il te plaît. Et ensuite, qu'est-ce qui te fait dire que l'Assemblée elle a compris le message? Eh bien, pour voir ça, il faut regarder un autre extrait de ce même premier week-end de convention. Nous sommes toujours le 4 octobre. Pouvons-nous être certains que si nos mesures concernent des grands groupes industriels qui peuvent toucher également aux capitaux et de l'État et au trésor public, qu'elles seront appliquées? Voilà. Et là, Mouloud, non j'arrête. Non, les gens ils ont compris direct qu'en effet, si tu veux régler le problème, va falloir s'attaquer à ceux qui produisent le CO2 en masse, c'est-à-dire les industriels, puis ceux qui les financent. Donc dès le premier week-end, les gens ils avaient ça en tête. Et vous savez ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à voir Nicolas Hulot. Et là, Nicolas Hulot a débarqué tel le Tché, et il les a chauffés, mais d'une force. Dans un monde où chacun le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe en Europe, où les crises sociales se multiplient, il faut bien comprendre que les racines de la crise écologique et de la crise sociale, ce sont les mêmes. Bon attends, il va quand même pas leur dire que les racines du problème c'est le capitalisme non plus. Eh ben figure-toi que si, à peu près, écoute. C'est issu d'un modèle économique qui détruit, qui accapare, qui concentre la richesse et qui ne la partage pas. Et pardon de le dire, mais si d'emblée on ne pose pas ce constat-là, qu'il faut extraire d'un dogme, d'une vision idéologique ou politique, mais c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Ouais, c'est pas mal, mais enfin, il n'a quand même pas dit clairement capitalisme. Et non, Mouloud, l'ancien ministre a louvoyé. Il a employé ici une figure de style peu usitée qu'on appelle le miroir de Glockenspiel. Bon, vas-y, explique-nous, qu'est-ce que c'est le miroir de Glockenspiel? Non, mais c'est vrai, bon, ok, c'est vrai, il a pas dit capitalisme. Bon, enfin, il a quasiment, tout le monde a compris, quoi. C'est aussi une anamemnèse quelque part, hein. Donc là, on a des citoyens motivés, des citoyens responsables, on leur a mis une grosse responsabilité sur le dos. Hulot est venu leur expliquer que le capitalisme était le vrai problème. Ah bah forcément, il y en a quelques-uns qui sont partis sur des trucs un peu ambitieux. Bah devinez ce qui s'est passé le 4e week-end. Macron est venu, et il est venu calmer tout le monde. Il y a un cas de figure qui peut être de vous dire « je ne suis pas d'accord ». Je n'ai pas fait cet exercice pour en arriver là. Bien sûr, mais donc on aura le débat, j'aurai les raisons. Ce qui veut dire par là que je ne vous mettrai jamais dans la situation de dire vous avez proposé quelque chose et c'est tombé aux oubliettes ou ça a été déformé. Je l'assumerai devant vous en vous disant pourquoi. Macron se réserve donc le droit de foutre tout ça à la benne si ça lui convient pas, s'il trouve ça mal rédigé, si ça lui plaît pas, si c'est pas assez constitutionnel, enfin bref, il va trouver quelque chose. Et c'est vrai que là, tous les participants de la Convention ont bien compris que ce que Macron était venu faire, en rhétorique, on appelle ça du foutage de gueule. Le dispositif, il est vrai, est intéressant. Mettre des vrais gens dans la situation de produire de la norme, de la loi, de la proposer au moins à notre bon président, c'est vrai que c'est innovant. D'ailleurs, les chercheurs en sciences politiques ont déferlé sur la Convention comme la vérole sur le bac clergé, ils ont harcelé les participants de questionnaires, et surtout, Macron lui-même était, comme à son habitude, très fier de lui. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en effet, oui, Macron il est fier parce que ça fait innovation démocratique, made in France, rayonnement, c'est pas mal. Et puis surtout, là, il vient de dresser un très joli piège pour les participants. Le piège, il est déjà dans la durée même du bordel. Quelques week-ends, vaguement défrayés, forcément épuisants. Bon bah vous donnez ces conditions de travail là à des gens qui en plus ont pas d'expérience parlementaire, vous avez peu de chances d'avoir un résultat révolutionnaire. Soit ils sont ambitieux, ils veulent faire les choses bien et là ils vont s'épuiser. Soit ils font les bons élèves, pas trop zélés, et finalement ça va déboucher sur pas grand chose. Comme dirait un journaliste un peu nul, la montagne risque d'accoucher d'une souris. Mais il y a une autre bataille. Ok, les conditions sont pas ouf pour que les participants fassent un bon job, mais c'est quand même un moment historique. Par contre c'est un bras de fer.
Oui, prendre de vraies mesures, ce serait contraignant pour le capital, pour la sacro-sainte croissance, et c'est la dernière chose dont rêvent Édouard Philippe, Emmanuel Macron et une partie du comité de gouvernance diligenté par le pouvoir. Donc ces gens-là vont peser d'abord pour influencer les participants, en leur expliquant que c'est pas possible ou que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Puis Macron, dont la présence a été contestée par nombre de participants, a essayé d'expliquer, lui, qu'il pouvait s'orienter vers des mesures incitatives, des mesures qui essaieraient de peser sur les choix individuels des consommateurs, par exemple. Comme on vous l'a montré, Édouard Philippe, quant à lui, a expliqué qu'il fallait être raisonnable, responsable, et donc pas faire n'importe quoi en matière de fiscalité ou de contraintes environnementales pour les entreprises. Et puis s'ils font n'importe quoi, Macron peut encore jeter leurs propositions aux orties. Donc voilà, même avec la meilleure volonté du monde, bah ils sont niqués. Bah pas forcément, parce qu'ils peuvent se battre aussi. Ils peuvent choisir de raconter ce qui se passe à l'intérieur, les différentes pressions, l'ambiance, j'en sais rien, mais ils peuvent raconter ça à la presse, aux journalistes. Et là où c'est intéressant, c'est écouter ce qu'a dit Thierry Pêche sur les journalistes lors de la dernière session. Vous aurez observé qu'ils sont de plus en plus tenaillés par un certain nombre d'interrogations. Qu'allez-vous donc proposer? Qu'est-ce qui pourrait donner lieu à référendum? Ils ne nous lâcheront pas. Néanmoins, on a besoin d'un peu de tranquillité quelquefois pour bien travailler. Ouais, alors moi je dirais que pour bien travailler, non, c'est pour ça qu'ils les gênent le plus. Je pense qu'il leur faudrait plutôt du temps pour voir plus d'experts, discuter entre eux. Je crois pas que ce soit les journalistes qui les empêchent de travailler. Ouais, peut-être que les journalistes, ils empêchent le comité de faire son travail de modération et de venir subtilement lisser les propositions. Les participants à la convention, ouais, faut les recevoir, faut les écouter. Et là on compte sur les journalistes, il faut raconter les tâtonnements, les doutes, les luttes aussi, parce qu'il y en a déjà. La publicité des débats, c'est une force qui est du côté de la démocratie. L'opacité, elle arrange que ceux qui sont pour que la convention débouche sur des mesures tiédasses, sur une campagne d'affichage, ou sur quelques articles dans Mediapart pour dire que les citoyens tirés au sort sont déçus et se retournés sur les ronds-points. Donc camarades citoyens de la Convention, on sait qu'il y a les grèves, il y a les élections à venir, mais vous aussi vous avez votre rôle à jouer là, vraiment, hein, dans ce qu'il faut bien appeler une lutte de classe. Est-ce que vous allez vous laisser dicter des mesures tiédasses par le gouvernement et le comité de pilotage, ou est-ce que vous allez vous battre pour proposer des vrais trucs ambitieux, des vrais trucs emmerdants pour Macron, certes, mais voilà, c'est pour ça, va falloir se battre, et on sait que vous le savez, on sait que vous voulez pas que ça se termine sur juste une campagne d'affichage pour les véhicules hybrides. On le sait. Maintenant, on est derrière vous. Bon courage. Et à lundi prochain. Non mais c'est pas mal parce qu'en partant de trucs comme l'écologie, les institutions qui sont pas très sexy au départ, on a quand même réussi à faire un truc sur la lutte des classes. Non, c'est pas mal. Et ouais, Mouloud. C'est ce qu'on appelle en rhétorique du marxisme total. Bah le marxisme total, c'est totalement cool.